J'ai comme une sensation comme un appel. Enfin, j'avais vraiment un besoin d'aller le voir. Quand j'y repense maintenant, moi, ça me fait encore des frissons. Un rêve prémonitoire, quoi. C'est assez étrange. Quand un avion s'écrase, il m'arrive en pleine nuit de ressentir de la violence dans mes organes, de ressentir la déchirure et la souffrance des gens, les cris. Et en fait, j'entends le lendemain qu'un avion s'est écrasé. Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte, année après année, qu'un très grand nombre de gens vivaient des expériences extraordinaires. Des sujets sensibles, qualifiés un peu vite de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête dédiée aujourd'hui au sixième sens. En général, nous parlons de sixième sens pour décrire des expériences inexplicables, comme la télépathie. On pense à quelqu'un et bizarrement il nous téléphone. Mais le sixième sens est beaucoup plus que cela. Isabelle Bernard, qui habite La Baule, en est la preuve. Elle vit régulièrement des événements qui surprennent son entourage. Elle prétend savoir ce qui va se passer dans le futur. Je décide de la rencontrer. Est-ce que parmi tous les pressentiments que vous avez pu avoir dans votre vie, il y en a un qui vous est particulièrement marqué? Oui, alors c'était il y a une quinzaine d'années. Nous étions dans le jardin avec mon époux et effectivement j'étais en train de jardiner auprès de lui et j'ai eu une désagréable sensation à un moment donné et j'ai été pris et envahi d'une émotion qui m'a troublée et qui m'a même angoissée. Et j'ai dit à mon mari, écoute, Matt a eu un accident, il faut absolument rentrer à la maison. L'hôpital va nous appeler et il est arrivé quelque chose. Et j'ai jeté mes outils par terre violemment. J'ai tout lâché et j'ai dit je rentre. Le téléphone va sonner, je rentre. Et je suis rentrée à la maison. J'ai attendu à peu près 20 minutes et le téléphone a sonné. C'était l'hôpital qui nous appelait pour nous dire que notre fils avait eu un accident. C'était grave? Non, c'était pas grave, heureusement. Mais bon, suffisamment pour m'avoir inquiétée. Et vous, monsieur, vous vous souvenez de votre sensation quand votre femme vous dit... Moi, c'est un petit peu une sensation... je lui dis, écoute, tu commences à m'énerver avec tes prémonitions. Et puis moi, je suis resté à travailler. Et puis bon, après, ça m'a travaillé un petit peu. Et puis 10 minutes après, je suis retourné à la maison. Et puis à ce moment-là, le téléphone a sonné. Et vous vous souvenez de votre sentiment à ce moment-là? Alors là, oui, j'étais... Un sentiment de malaise quand même. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qui interpelle, quoi. Moi, j'ai du mal à imaginer que ces choses-là puissent arriver. Parce que vous êtes quand même très cartésien. C'est surtout ça, oui, cartésien. Bon, moi, à la limite, j'avais envie de lui dire, écoute, s'il est arrivé quelque chose, c'est malheureux, mais le téléphone va sonner, on le saura à ce moment-là. Donc elle l'a su 20 minutes avant. Votre femme vous a habitué à avoir souvent ce type de... Souvent non, mais... Certaines fois, oui, c'est bien arrivé, 4 ou 5 fois, oui. Donc c'est quelque chose qui interpelle. Et c'est vrai qu'on est envahi d'un sentiment de malaise, quoi, parce que soi-même on ne le ressent pas, on ne l'admet pas, et puis quand le téléphone sonne, on est bien obligé de se rendre compte, de se rendre à l'évidence en fait. Comment Isabelle a-t-elle senti que son fils venait d'avoir un accident à plusieurs kilomètres de là, alors qu'elle se trouvait chez elle, en compagnie de son mari? Mystère. Et Isabelle a beau posséder ce sixième sens depuis l'enfance, son entourage a toujours un peu de mal à accepter de ne pas comprendre comment ça marche. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ça a commencé, en fait, ces perceptions que vous aviez, et comment ça a commencé? Ça a commencé, j'étais très jeune, enfant, donc vers l'âge de 6-7 ans, par là. Et c'est vrai que je m'apercevais que j'étais différente des autres enfants. Je les sentais, je sentais à travers leur dire ce qu'ils allaient continuer à me dire souvent. Vous aviez des capacités de prévoir ce qui allait se produire, là? Vous avez des histoires en particulier? Oui, notamment, j'avais 12 ans. Je partais pour aller au collège en vélo et devant moi, il y avait une personne qui était également en vélo. Et je levais les yeux, je regardais cette personne et je me suis aperçue et je me suis dit, tiens, cette personne va tomber.
effectivement, malheureusement, la personne est tombée. Comme ça, subitement, juste après ou... Subitement, elle est tombée quelques secondes après. Je regardais un tableau et il tombait, par exemple. Mais c'est banal, donc si vous voulez... Ah bah moi ça m'arrive jamais. Hein. Ouais, de vous dire... Si, quand même. Je pense qu'il y a eu des tas de choses comme ça qui sont arrivées quand j'étais enfant et je voyais très bien... il y avait des élèves, par exemple, je savais quelles notes ils allaient avoir. Quand la maîtresse arrivait avec les cahiers, la pile de cahiers, qu'elle rendait les cahiers, il y a eu des moments où je m'amusais à dire bon ben là il va avoir 12. Bon, et il avait 12. Et ces choses-là, est-ce qu'on les explique? Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. La vie d'Isabelle est remplie de ces petits moments qui sortent de l'ordinaire et qui parfois peuvent devenir dérangeants. A-t-elle beaucoup d'imagination? S'agit-il de coïncidences qu'elle aurait mal interprétées? Il arrive cependant qu'Isabelle pressente des événements beaucoup plus graves. Ça se traduit comment? Ce que vous percevez, ce que vous ressentez? Je regarde quelqu'un, par exemple, et je dis cette personne-là, malheureusement, va décéder. J'apprends le lendemain que la personne est décédée. J'entends une personne à la radio et j'entends sa voix, et au son de sa voix, je sais qu'elle va mourir. Et 1 ou 2 jours après, elle décède. J'apprends qu'elle est décédée. Vous vous souvenez d'un cas précis où ce soit produit? Oui. Je regardais souvent la télé, donc à 14h, j'écoutais La Bourse, il y a quelques années, avec François Donati, et à un moment donné, j'ai eu un flash sur ce monsieur, et j'ai eu l'émotion qu'il allait, ou le mot est pas bon, mais j'ai eu un sentiment comme quoi il allait décéder. Et puis là, je me suis dit non, quand même... Et puis le lendemain, j'ai appris qu'il était mort. S'agit-il de hasard, de coïncidence? Peut-on pressentir l'avenir, deviner télépathiquement que son fils a eu un accident? Ces expériences ont-elles une forme de réalité? Je découvre que des scientifiques se sont penchés sur ces questions, et ce depuis plus d'1 siècle. La recherche qui se consacre au 6e sens s'appelle la parapsychologie. C'est une discipline sérieuse et dont les découvertes ne cessent de surprendre. Des centaines d'expériences scientifiques ont été réalisées en laboratoire, et ces expériences attesteraient que l'homme posséderait des capacités au-delà de ses 5 sens, des capacités psychiques. Mais qu'est-ce que cela signifie et comment cela fonctionne-t-il? Je décide de rencontrer un homme, un pionnier de l'exploration spatiale qui a consacré une partie de sa vie à la recherche en parapsychologie suite à une expérience de 6e sens. Edgar Mitchell habite en Floride. C'est le 6e astronaute américain à avoir posé le pied sur la Lune. Si tout le monde connaît l'histoire des premiers hommes marchant sur la Lune, peu de gens savent qu'Edgar Mitchell a mené, lors de la mission Apollo 14, une expérience de 6e sens en cachette de la NASA. Edgar Mitchell? Lynn, come in. Come in. Good to see you. Nice to see you. Vous pouvez me raconter comment l'histoire a commencé? Apollo 14 a été la 3e mission lunaire. Nous avions pour mission d'effectuer les premières expériences scientifiques sur la Lune. J'étais le pilote du module lunaire sur ce vol. Les astronautes cumulent en quelque sorte 3 professions: sportifs de haut niveau, pilotes et ingénieurs. Dans l'espace, chaque geste est calculé, prévu. Les astronautes n'ont pas droit à l'erreur, leur travail est minuté à la seconde près. Mais durant son temps de repos, Edgar Mitchell est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il a imaginé est unique. L'expérience de 6e sens la plus surprenante qui soit. Une expérience de télépathie entre la Terre et la Lune. Je m'intéressais déjà à la parapsychologie, et avec des amis médecins qui s'y intéressaient aussi, nous avons décidé peu avant mon vol de reproduire une expérience déjà tentée auparavant en laboratoire et de la réaliser dans l'espace entre la Lune et la Terre.
J'ai mis en place cette expérience en utilisant les 5 symboles des cartes de Zener. L'étoile, le cercle, la croix, le carré et la vague. Nous avons fait participer 2 médecins ainsi que 2 sensitifs très connus. Ces personnes restées sur Terre connaissaient mes périodes de repos. Aussi, ils écrivaient à ces moments-là quel symbole ils pensaient que j'avais en tête et dans quel ordre. Vous l'avez compris, lors de ces pauses, Edgar Mitchell écrit donc les 5 signes dans un ordre que lui seul a choisi. Au même moment, les sensitifs sur Terre essayent de trouver dans quel ordre les signes ont été notés. L'expérience est renouvelée plusieurs fois lors de chaque pause d'Edgar Mitchell. Le résultat final, si l'on se fie aux statistiques, montre qu'il y avait une chance sur 13 000 pour que le hasard produise de tels résultats. Cette expérience de télépathie semble réussie. Les sensitifs ont trouvé une majorité de signes dans l'ordre où Edgar les avait notés. Les résultats obtenus sont identiques à ceux obtenus en laboratoire, et c'est ça qui est étonnant. Les 380 000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune n'ont pas empêché la transmission d'une pensée bien définie. L'astronaute américain est troublé par les résultats de cette expérience. À son retour, il quitte la NASA et fonde un institut privé dédié à la recherche sur la conscience, l'Institut des sciences noétiques. Nous connaissons bien nos 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Mais finalement, qu'appelle-t-on le 6e sens? Je pars à San Francisco pour rencontrer le professeur Charles Tart, un psychologue internationalement connu pour ses recherches dans ce domaine. Il me donne sa définition du 6e sens. Nous connaissons tous nos 5 sens ordinaires, voir, entendre, etc. Alors lorsque quelqu'un reçoit parfois une information qui ne semble pas venir d'un de ses canaux sensoriels ordinaires, nous parlons d'un 6e sens. Peut-être que nous pouvons même parler d'un 7e, d'un 8e ou d'un 9e sens. En général, les manières dont les personnes obtiennent des informations sont les suivantes. La télépathie, où une personne obtient des informations directement de l'esprit d'une autre personne. La clairvoyance, où l'information vient du monde extérieur, et pas nécessairement de l'esprit de quelqu'un. La prémonition se produit lorsque vous obtenez des informations à propos du futur et qui ne peuvent pas provenir d'une déduction logique. Lorsque, quoi que vous sachiez sur le présent, trop d'événements aléatoires vous empêchent de déduire logiquement ce futur. Et enfin, l'opposé de ces sens perceptifs, il y a ceux qui affectent le monde, la psychokinèse ou la télékinèse, où lorsque nous souhaitons que quelque chose se produise, quelque chose se produit, quand l'esprit agit sur la matière. Nous ne sommes pas limités par ce qui est contenu dans notre boîte crânienne. Notre conscience émerge d'autre chose que d'impulsions électrochimiques dans notre cerveau. La télépathie, la clairvoyance et la prémonition sont des exemples qui montrent que notre esprit peut être connecté à une réalité plus large que celle que détecte notre cerveau et nos capacités sensorielles classiques. Croyez-vous que la télépathie et ces autres phénomènes psychiques sont répandus dans la population ? Il y a eu de nombreux sondages auprès de la population afin de déterminer s'ils ont eu ce genre d'expérience. Les résultats varient entre 30 et 80% de gens qui pensent avoir eu une expérience de télépathie ou une autre sorte d'expérience extrasensorielle. Je ne dirais pas que ces statistiques traduisent la réalité, parce que certaines expériences peuvent être des événements ordinaires mal interprétés, mais c'est très probablement une capacité universelle chez les humains. Et un grand nombre de personnes en ont fait l'expérience à un moment de leur vie. Si l'on en croit les chercheurs comme Charles Tart, loin d'être de simples coïncidences, le 6e sens serait une capacité humaine, naturelle et très répandue. Il se divise en plusieurs catégories et désigne ces capacités qu'aurait notre esprit à percevoir des informations à distance ou, plus surprenant encore, à l'avance. Pressentir des événements qui ne se sont pas encore produits, ça défie la raison. Et pourtant, les rêves prémonitoires sont une forme de 6e sens parmi les plus courants.
J'ai rêvé que quelqu'un, sans qu'il y ait de nom au départ qui apparaisse, quelqu'un qui travaille dans la même branche que Nicolas, avait un accident de voiture assez grave. Et par la suite, dans mon rêve, j'ai cherché un peu plus loin et c'était quelqu'un... c'était lui, Nicolas. Et donc, après, ça m'a réveillée et ça m'a réveillée en... J'étais pas bien, je tremblais à moitié en pleurs. À moitié en train de pleurer, ouais. Et puis, Donc tu me racontais tout de suite ton rêve. Et j'ai essayé de te réconforter en disant non, c'est rien, c'est juste un rêve, t'inquiète pas, y a pas de problème. Puis après on a un petit peu oublié et au final la journée s'est passée et au final ça s'est déroulé le soir en fait. Le soir, vous étiez en déplacement et vous avez eu un accident. Exactement. Donc le matin, voilà, on était ensemble le matin, on se réveillait. Le soir, je pars, je fais la fête et je me fais renverser par la voiture. J'étais sur un passage piéton. La voiture me voit pas, j'étais avec une amie et on se fait percuter par la voiture. Quand j'y repense maintenant, moi, ça me fait encore des frissons, même quand je reparle à des gens, parce que j'en parle de temps en temps, parce que c'est quand même quelque chose d'étrange. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en reparle, ou à chaque fois que j'y repense, moi, ça me bouleverse un peu. Enfin, ça me fait bizarre. Je me demande si c'est qu'une coïncidence ou... Mais ouais, quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel, en fait. À l'hôpital, j'y ai vraiment repensé. Et ça m'a fait bizarre, quoi. Enfin, un rêve prémonitoire, quoi. Donc c'est assez étrange. Comment parler de coïncidence ? Est-ce un hasard si Mylène a fait un tel rêve, décrivant 12 heures avant qu'il ne se produise l'accident dont son compagnon allait être victime ? J'ai du mal à le croire, je partage le malaise de Nicolas. Mais qu'aurait-il dû faire ? On ne sait qu'après coup qu'un rêve était prémonitoire. Mais ils sont perturbants pour ceux qui les vivent. Pour certains, cela n'arrive qu'une fois, mais pour d'autres, comme Marie, comédienne dans une troupe amateur, ce genre d'expérience est beaucoup plus fréquent. Le rêve qu'on peut, je pense, appeler prémonitoire le plus fort et presque le plus douloureux finalement, c'est le World Trade Center. Parce que ça s'est produit en fin de nuit, dans une période, je dirais, entre veille et sommeil. Et ça ne peut pas être un rêve, j'essayais de chercher, j'ai vu une tour, je sentais quelque chose de violent. Et je ne voyais qu'une tour. Au début, je me disais Montparnasse, et puis j'ai vu d'autres toitures qui évoquaient plutôt New York, et j'ai vu une deuxième tour. Donc c'était je pense, très rapide. J'avais beaucoup de fumée en haut des tours, des lueurs oranges, et il y avait de la détresse, il y avait de la souffrance, il y avait de la peur, et c'était tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis réveillée, et je me suis dit, c'est pas possible. Les États-Unis ne sont pas en guerre, ils ne peuvent pas être bombardés. Je n'ai pas vu l'avion, j'ai pas vu... Mais pour moi, c'était clair. Je me suis réveillée, c'était un bombardement, World Trade Center. Donc je me suis levée en me disant, écoute, tu dérailles complètement, là c'est n'importe quoi. Je me suis préparée très vite pour aller au travail, mais très mal, en souffrance, parce que c'était trop violent. Et qu'en faire ? Appeler le Pentagone, qu'est-ce que je peux faire d'une chose comme ça ? Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour maintenant ? Est-ce que c'est dans 10 ans ? Je ne savais plus. Donc je suis partie travailler très activement parce que je préparais des animations. Donc le temps passait très vite, j'ai un peu oublié tout ça. J'étais toujours un peu dans cette noirceur, mais j'avais un peu oublié. Et en allant chercher une grand-mère dans sa chambre pour une animation, j'ai ouvert la porte et j'ai eu sur l'écran mes images de la nuit. Et là, c'était une horreur. Là, c'était une horreur parce que je l'avais vécu. Et pourquoi ? Et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas aider, je ne pouvais pas prévenir de cela. Je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas. Voilà, donc ça a été très douloureux. Ça m'a hanté longtemps. Alors c'est vrai que ça a été très difficile de commencer à parler de tout ça. Je le fais depuis très peu de temps. Maintenant, je fais face à ces choses-là. Je les accepte et je fais face. Mais c'est assez difficile parce qu'on va me dire en riant ah ben t'es une sorcière, qu'est-ce que tu vois ? C'est affreux. Non, je ne vois rien. Je ne vois rien sur demande. Je ne peux pas dire quoi que ce soit sur demande. C'est simplement où je devrais me faire confiance quand il y a des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des images très précises, des choses très précises.
Ces expériences, pourtant fréquentes, sont difficiles à admettre dans notre société. Et loin de s'en vanter, ceux qui les vivent n'en parlent pas, comme s'ils appliquaient une forme d'autocensure. Sans doute pour éviter d'être pris pour des fous. À l'Institut Métapsychique International, créé en 1919 par un prix Nobel de médecine, je rencontre le docteur Paul-Louis Rabeyron, psychiatre des hôpitaux, afin de connaître son avis sur la question. Car en France aussi, des chercheurs et des scientifiques étudient ces phénomènes. On est confronté à énormément de témoignages, mais qu'est-ce que ça donne quand on se penche scientifiquement sur l'étude de ces témoignages? Il y a des gens qui racontent un certain nombre de choses plus ou moins étonnantes, et ça depuis toujours. Bon. Simplement, la culture du temps va leur réserver un accueil variable. Hein. Donc dans la mesure où nous, je dirais depuis le début du fin 19e, début 20e, on est rentré dans un monde de rationalité, de scientificité, qui laissait peu de place finalement à ce que ces personnes, enfin à ce que les gens qui racontent ce genre de choses pouvaient dire. Quelque part, progressivement, au fil du temps, ils se sont trouvés exclus. Moi, ce que j'ai à faire en tant que psy, c'est à faire ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire prendre l'expérience dans sa globalité et essayer d'aider la personne à l'intégrer finalement dans sa vie, d'une certaine manière, hein, à lui donner un sens si elle éprouve ce besoin. Hein. Parce que souvent c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé à la personne et qu'elle a du mal à comprendre, à intégrer. Hein. Donc moi j'essaye de l'aider. Ça peut être des choses très simples, hein. Expliquer à la personne qu'elle n'est pas seule à vivre ce genre de choses. Hein. Exemple. Alors, ce que vous dites qui est assez important, c'est que ces expériences ne sont pas synonymes de psychopathologie. On n'est pas fou parce qu'on vit ça. Bien sûr, oui. Les études sont assez claires. Enfin, je veux dire, on n'est pas du côté de la pathologie mentale. Quelqu'un qui a ce sentiment-là n'est pas malade mental. Des milliers d'hommes et de femmes autour de nous n'osent pas parler publiquement de leur sixième sens. Pourtant, il ne s'agit pas de coïncidence. Pourtant, ils ne sont pas fous. Mais alors, pourquoi ce sixième sens n'est-il pas mieux accepté, comme l'odorat ou l'ouïe ? Nous avons admis depuis longtemps l'idée que les infrasons et la lumière infrarouge existent, alors que l'on ne les entend pas et on ne les voit pas. Le sixième sens ne ferait-il pas intervenir un même processus invisible ? Je me rends à l'Institut des sciences noétiques au nord de San Francisco, aux États-Unis. Cet institut, créé en 1973 par l'astronaute Edgar Mitchell, est aujourd'hui un centre de recherche international de premier plan. Dean Radin y est directeur scientifique. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde en parapsychologie expérimentale. Ici, la science étudie sérieusement le sixième sens. En parapsychologie, comme pour toutes les disciplines scientifiques, c'est la répétition des expériences qui donne une valeur aux résultats. Et statistiquement, les résultats démontreraient que la télépathie est une réalité. Dean Radin m'invite à servir de cobaye pour tester la prémonition. Cela consiste à mesurer les réactions du cerveau dans les 3 secondes qui précèdent l'envoi de stimuli. Si mon cerveau réagit avant les stimuli, cela voudra dire qu'il pressent l'avenir. Ce que nous allons faire, c'est observer la réaction de votre cerveau à des stimuli simples, tels qu'un flash lumineux ou un signal audio. Vos réactions sont enregistrées au moyen d'un électroencéphalogramme qui sera analysé ensuite afin de voir ce qui se passe dans votre cerveau avant, pendant et après les stimuli. Et donc, s'il y a prémonition, votre cerveau devrait montrer des différences juste avant un flash lumineux ou un signal audio. Et surtout avant rien, car parfois le stimuli sera inexistant. Ça fonctionne de la façon suivante. Vous appuyez sur un bouton et 3 secondes plus tard, vous aurez un flash lumineux, un signal audio, les deux ou aucun des deux. Ça va enregistrer mes ondes cérébrales ? Oui. 32 canaux d'activité cérébrale. Je vais vous demander de vous lever et de venir avec nous dans l'autre salle, s'il vous plaît. Voici la première partie du dispositif, les lunettes. Je vous montre ce que ça donne avec la lumière. C'est assez éblouissant. Ensuite, vous aurez ces écouteurs. Ils n'ont pas besoin d'être très enfoncés. Je vous fais écouter le signal audio. Gardez votre visage relâché, vos yeux fermés, et c'est parti dès que vous êtes prêt. Dès que je clique sur la souris, cela déclenche automatiquement 3 secondes après, soit un flash, soit un signal audio,
soit les deux, soit rien. Je vais cliquer à 40 reprises. Toutes les réactions de mon cerveau sont enregistrées. C'est bon, nous avons les données. Nous pouvons arrêter. Ceci montre l'activité électrique de votre cerveau. 3 secondes avant les stimuli, voici l'activité cérébrale moyenne avant aucun signal, avant un flash, avant un signal audio et avant les deux. Votre nez est là, vos oreilles, l'arrière de votre tête vue d'au-dessus. Voici la zone du cortex frontal, le cortex visuel, le cortex auditif. Dans le cas où l'ordinateur ne m'envoie aucun stimulus, mon cerveau a une très faible activité, comme l'indiquent les cercles rouges à gauche. Dans la colonne de droite, quand l'ordinateur m'envoie un double stimulus, un flash et un signal audio, mon cerveau montre une intense activité, comme l'indique la couleur jaune dans le cercle en bas. Jusque-là, tout est normal. Mais ce qui est troublant, c'est qu'une seconde avant l'arrivée d'un flash et d'un signal audio, mon cerveau est déjà en activité, comme l'indique la couleur jaune dans ce cercle qui montre mon activité cérébrale une seconde avant le stimulus. Il réagit à un stimulus qui n'existe pas encore. C'est étonnant. Cette expérience en cours comptera des centaines de sessions comme la mienne. Il semble bien que mon cerveau sait ce qui va se produire dans l'avenir. Quels sont les résultats des expériences que vous avez menées ? C'est une expérience en cours, donc nouvelle. Mais elle est basée sur 13 ou 14 ans d'expérience déjà réalisées sur les réponses inconscientes à des stimuli à venir. Et ces expériences ont montré qu'avec des individus ordinaires qui n'ont pas de dons particuliers, leur corps sait ce qui va se produire. Vous voulez dire que la télépathie, la clairvoyance et tous ces phénomènes psychiques sont une réalité ? Oui, c'est ce qui est suggéré par les données scientifiques. Comment se fait-il que la société estime toujours que ce sont des illusions ? En fait, 60% de la population l'accepte en se basant sur leurs propres expériences personnelles et la perception qu'ils en ont. Votre question serait plutôt de savoir pourquoi ce n'est pas plus accepté dans les courants traditionnels de la science. Car ce n'est pas de la magie. C'est juste que plus la science et la physique avancent, plus nous aurons une idée claire sur la façon dont la réalité est faite. Nos expériences se situent en amont de nos explications scientifiques. C'est pour cela que nos observations sont si importantes. Si nous avions affaire à des phénomènes qui étaient déjà acceptés, ou qui ne soient pas si violemment opposés aux théories en vigueur, la preuve de leur réalité aurait déjà été acceptée depuis bien longtemps. D'un point de vue statistique, nous avons une certitude quasi absolue que ces phénomènes sont réels. Ce point est d'ailleurs même reconnu par les plus sceptiques des sceptiques. Si ces faits devaient être scientifiquement évalués dans des conditions normales, ils seraient prouvés. Mais ces sceptiques ajoutent que ces faits sont tellement extraordinaires, si étranges au regard des théories scientifiques actuelles, qu'il faut encore et encore plus de preuves pour réussir à les accepter. Des chercheurs l'attestent, ce sixième sens existe. Je découvre, grâce à ces travaux de laboratoire, que ces aptitudes que l'on range souvent au rayon du surnaturel seraient accessibles à tous. Il y a peu de temps, j'ignorais que mon cerveau était capable de deviner l'avenir. Écouter ce sixième sens caché en nous pourrait nous aider au quotidien. En France, près de Manosque, Sandrine vit régulièrement des expériences étranges et la première fois, cela lui a permis de sauver la vie de son fils, Joris. Alors vous voulez me raconter ce qui s'est produit alors avec Joris ? Donc, Joris avait 3 semaines, on était en train de faire des travaux et son papa a installé un lustre. Et le lit, c'était un petit berceau, enfin un lit à barreaux qui était au centre de la pièce, qui était dessous en fait. Donc ça s'est fait, je l'ai couché, je suis re-rentrée dans la pièce, je sais pas pourquoi, sans réfléchir en fait. J'ai décalé le lit de 20 cm, mais comme on pousserait un verre sans réfléchir. Hein. J'ai refermé la porte et 5 secondes plus tard, le lustre est tombé sur le lit. Sauf que il est tombé sur le barreau à ses pieds
au lieu de tomber sur lui, quoi. C'est-à-dire que si j'avais pas poussé le lit, ça lui tombait sur le crâne. Mais il n'était pas bon bricoleur, papa de Joris? Ça, c'est autre chose. On peut dire que s'il a l'habitude de rater tout ce qu'il bricole... Et c'était pas quelqu'un qui bricolait spécialement. Mais j'imaginais pas qu'il pourrait tomber non plus, le lustre. Voilà, donc... Après, je me suis posé la question quand même de savoir si c'est vrai que le sixième sens, on peut percevoir des dangers un peu comme les animaux. Hein. Percevoir des sortes de dangers, et puis inconsciemment, bon, ben, il y a le geste qui suit. Ça, j'en sais rien. Mais c'est un événement marquant. Oui, ce qui est intéressant... Le lustre, il était quand même assez lourd. Hein. Ce qui est intéressant, là, c'est que vous n'ayez même pas réfléchi, pensé ou intellectualisé. Vous avez agi. Non, c'est vraiment... Ça me fait penser toujours quand on est en train de discuter, puis qu'on fait ça avec un objet, quoi, et on ne réfléchit pas, on ne sait pas pourquoi on l'a poussé. Là, ça s'est passé comme ça. Je suis rentrée, Mais en même temps, ce moment-là, c'est un moment où il ne se passe rien dans l'esprit. C'est-à-dire que j'avais aucune pensée. Je me rappelle de ce sentiment-là. C'est comme s'il y avait un autre état, quoi. C'est difficile à expliquer. Hein. Ah, bah allez-y, quand même. Ouais. Et il y a un moment où, dans ce moment-là, il s'est passé rien. Je ne pensais pas, quoi. C'est comme s'il y avait un vide. C'est-à-dire que je rentre, je pousse le lit, je ressors, je me dis pas je vais pousser le lit, je vais faire ça. Il n'y a pas eu ça, quoi. Il s'est passé, je sais pas, une dizaine, vingtaine de secondes où il n'y a eu aucune réflexion. Il n'y a eu aucune réflexion. Je repense à cette remarque de Sandrine. Est-ce que nous réfléchissons lorsque nous sentons, lorsque nous touchons, lorsque nous voyons? Non. Nous utilisons nos 5 sens sans même y penser. Et si c'était la clé? Accepter ces informations qui viennent à nous sans savoir d'où elles viennent. C'est ce qui semble avoir également sauvé la vie de Philippe Barre. Il y a quelque chose qui vous est arrivé qui est vraiment particulier, c'est la fois où votre frère veut se rendre à un meeting aérien, c'est ça? C'est ça. Il me dit, alors qu'il me dit jamais ça, n'y va pas. S'il y avait un avion qui tombe sur la foule, t'es tué. Ben je dis, il n'y a jamais d'accident d'avion. N'y va pas, on ne sait jamais, il pourrait en avoir. Ben Pierre, je dis, plus de temps qu'on va à des meetings, je sais bien qu'il dit, mais je sais pas. Et alors je lui dis, ben oui, tu sens toujours les choses. C'est en 88, il y avait déjà 2 choses qui s'étaient passées, notamment la mort de la tante. Oh ben, il y avait aussi la fête locale à Saint-Marc. Et moi, je joue du saxophone. Je me dis, est-ce que je choisis le meeting aérien ou jouer du saxophone le soir au kiosque? Pour finir, j'ai dit, autant aller au kiosque jouer du saxophone. Tellement il me faisait peur et je savais qu'il sentait des choses. Donc, le soir, je regarde la télévision française. Grave accident Rammstein, la patrouille des Frecce Tricolori. Les 2 avions sont rentrés dedans et il y a des morts. Et le copain avec qui je devais aller a eu la chance de courir parce que moi, quand j'ai acheté le journal Paris Match, je ne peux pas le citer après, j'ai vu que c'était un endroit où j'avais déjà été à des meetings, donc parce qu'il y avait un radar à côté, une station radar, et le copain était là, il a fait une chose, courir. C'est comme ça. Oh, alors je lui ai dit, ben voilà, que tu as encore senti quelque chose. Vous ressentez quoi tout de suite là? Il me l'a dit 2 fois. 2 fois. Mais je lui dis comme une sensation que... Alors qu'il me dit jamais ça. Comme un malaise, je dirais, il va pas, on ne sait pas, comme quelqu'un qui va avoir un accident. Peut-être comme un accident de voiture, mais là, bien c'était ça. Et c'était en 88, donc en 87 et en 85, j'avais déjà été, il m'avait rien dit. Mais à l'arrivée, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Je ne disais pas, fais attention, tu vas être brûlé, ou tu vas recevoir un avion sur peau, ou tu vas avoir un accident de voiture. Non. Et je lui ai dit de ne pas y aller. Et tu m'as dit si c'est un accident qui tombe. Surtout un avion. Oui. Ah oui. Et si vous, je t'écoutais tout de suite. Essayez de vous rappeler de ce que vous ressentiez. Si vous essayez de vous rappeler de ce que vous ressentiez, c'était quoi? Que c'est un peu comme quand on est enfant, qu'on traverse une route, qu'il y a plein de voitures, et qu'on doit faire attention à droite ou à gauche, et qu'on regarde à droite et à gauche, et qu'on a la première fois qu'on traverse une route, eh bien qu'on a peut-être peur de la traverser. C'est peut-être cette peur-là. Le 6e sens de Pierre a probablement sauvé la vie de son frère. Lors de ce meeting aérien à Rammstein en 1988, 3 jets de la patrouille italienne se sont percutés en vol. Un des jets s'est écrasé dans la foule. 67 spectateurs ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés par l'explosion. C'était une évidence pour Pierre, une sensation physique sur laquelle il ne parvenait pas à mettre de mots. Un instinct, quelque chose qui le poussait à agir sans réfléchir. Il a su accorder une place à ses perceptions, comme la famille Ubrecht a su le faire.
Le jour où ton papa est mort... Mais il était en soins palliatifs depuis 2 semaines. Il avait un cancer généralisé, il était en très mauvais état. Et je me rappellerai toujours, c'est quand Aurore donc dit écoute, on va voir Daddy aujourd'hui. Mais il était 10h du soir et alors... 10h30 même. 10h30. Alors on lui dit, écoute... Enfin moi, directement, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Bon, écoute, alors, on s'habille, on y va. Alain, je lui dis, habille-toi. Et alors Alain fait, écoute, non, on va attendre demain. De toute façon, il dit à 10h30, il faut faire tout le tour de l'hôpital, passer par les urgences, mais un temps fou. Chose qu'on a faite finalement parce que Aurore insistait, elle devenait folle. Oui, non, c'était comme un besoin plus fort que moi d'aller voir mon grand-père, quoi. S'il ne m'avait pas conduit, je serais probablement allée toute seule, mais je devais absolument le voir, quoi. On nous avait dit qu'il en avait plus pour longtemps, et là j'ai comme une sensation comme un appel. Enfin, j'avais vraiment un besoin d'aller le voir, et finalement on a bien fait d'aller le voir parce que c'était ces derniers moments. Et... Ce qui s'est passé d'étrange aussi, c'est que notre fille Aurore nous a dit il faut lui parler. Et en fait, mes parents sont des cartésiens, ils n'aiment pas tout ce qui est étrange et un peu bizarre, et ils n'aiment pas non plus les sentiments. Et donc, on ne s'était jamais vraiment embrassé, donné des bisous, des accolades, des embrassades, des petits mots gentils. Et avec mon père, donc j'ai toujours eu des rapports comme entre adultes. Et là, notre fille me poussait, disait, vas-y, parle-lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Et alors, j'ai fait quelque chose qui était difficile pour moi, mais je l'ai fait. Et au moment, pendant que je le faisais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai senti que c'était nécessaire. Je lui ai dit à son oreille, à mon père qui était totalement inconscient, je lui ai dit voilà, je t'aime, etc. Et on s'est tous mis tout près de sa tête. Il a ouvert les yeux, il nous a regardés, et dans les 5 secondes, il était mort. Aurore a-t-elle capté l'appel de son grand-père alors qu'il allait mourir? Est-ce le 6e sens de cette jeune fille qui a permis ce moment intime et essentiel pour sa famille? Nombre de chercheurs l'ont constaté, le 6e sens est une capacité naturelle de l'être humain. Je réalise alors que je ne regarde plus les gens dans la rue comme avant. Combien sont-ils, parmi eux, à être conscients de ce 6e sens? Combien sont-ils qui n'osent en parler? Il me vient alors une réflexion, le 6e sens peut-il se cultiver, comme on progresse dans la pratique d'un sport, ou comme on apprend une langue étrangère? À Bruxelles, Maude Christen, une des voyantes les plus célèbres de France, enseigne à un petit groupe des techniques de développement de leurs capacités extrasensorielles. Elle m'a convié à la session de clôture. Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui pour notre dernière session. Donc, nous sommes au terme d'un an de travail pour que vous appreniez à développer votre 6e sens, c'est-à-dire vos capacités de télépathie, de clairvoyance et de précognition. Nous allons commencer par notre exercice de relaxation. Vous allez sentir le poids de vos épaules qui s'abaissent. Vous allez prendre conscience de tout le poids de votre corps sur la chaise. Et vous allez tenter. L'exercice commence par une séance de relaxation. Cela me surprend, mais cette étape serait très importante. Maude Christen m'en donnera l'explication plus tard. Placez votre conscience vers votre souffle. Et vous allez concentrer votre attention sur ce trajet. Lorsqu'il passe par votre nez, descend dans votre arrière-gorge, remplit vos poumons, puis ressort. Vous allez concentrer votre attention sur ce mouvement apaisant, bienfaisant. J'ai préparé pour vous un exercice. Voilà, la photo d'une maison, ou plutôt de la barrière d'une maison. Vous allez noter tout ce que vous ressentez, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, toutes les impressions, les odeurs, les sensations que vous pouvez avoir, si elles sont agréables, si elles sont désagréables. N'hésitez pas à la toucher, à ressentir à l'intérieur de votre main des sensations. L'exercice que propose Maude Christen à ses élèves
consiste à deviner quelle personne se cache derrière cette seule photo de palissade. Je commence? Allez-y. Je commence. Allez-y, je vous en prie. Alors, je commence. Alors, moi, je ressens un sentiment d'oppression. Une femme en captivité, de la violence, une femme au crâne fracassé. Donc, pour moi, c'est un lieu de fait divers qui a mal terminé. Merci. Merci. Grande qualité littéraire, perte départ, quelque chose de tragique. Mais cette dame a une grande sagesse, elle est élégante, elle a de la classe dans ce qu'elle a, elle accroche. Elle a beaucoup de musique, elle ressent et fait partie de la musique quand elle écoute dans un living. Beaucoup de réflexion, et puis stop. Tout ce beau roman s'arrête, mais cette dame continue dans son idéal. Puis il y a un accident, et cette dame fréquentait la mondanité, mais c'est pour ses relations. Cette dame est passionnée, était passionnée dans son métier, sa recherche, ses beaux tableaux dans la maison moderne. Et puis je pleure. Quelque chose de pathétique m'envahit. Merci la vie. Tiens, je vois du noir, tout se ferme. C'est fini, la fin. Mon Dieu, pourquoi? La suite? Oui. Micheline. Je rentre, il fait noir, sombre. Dans la cuisine, tout est en désordre comme après une fête. Même dans la salle de bain, il y a un verre de vin qui traîne. Il y a une chambre d'enfant avec un Mickey à une fenêtre suspendue. L'atmosphère est lourde, vide, morte, statique. Rien ne bouge, c'est désert. Je vois une grosse voiture noire et je revois des gens qui s'amusent, mais tout est sombre comme un film qu'on repasse. Une atmosphère désagréable. Voilà. L'homme a un ego exacerbé. Peut-être est-il savant ou musicien ou la cachotterie, très manipulateur, violent, et avec un ego surdimensionné. Une femme qui se meurt. Les deux aiment les mets délicats, les odeurs suaves, les choses raffinées, l'opéra. Leur intérieur est dépouillé. Ils fuient l'agitation des grandes villes, les gens vulgaires et bruyants. Elle est atteinte d'un mal qui la ronge. Elle sait qu'il ne reste que peu de temps à vivre. Ils ont très peu de contact avec l'extérieur. Et dans les pièces de séjour, il y a beaucoup de fleurs très colorées. Ok. Il y avait des vieilles photos que je vous ai pas données parce que qui étaient beaucoup plus caractéristiques et que vous auriez pu reconnaître. Je voulais pas qu'il y ait une ambiguïté si vous réussissiez sur le fait que vous puissiez interpréter. Voilà. Donc, cette photo, il s'agit de la maison de Marilyn Monroe et c'est sa mort. C'est la maison, si vous voulez, c'est la maison dans laquelle elle est morte. Marilyn Monroe, actrice, chanteuse et star hollywoodienne, est décédée en 1962. Sa mort reste un mystère. On n'a jamais su si elle s'était suicidée au somnifère ou si elle avait été assassinée. Ce que vous faisiez allusion, alors l'atmosphère lourde, l'assassinat, la femme qui se meurt, cette idée de mort que vous avez retrouvée extrêmement souvent, oui, bien sûr. Le problème de couple, il est central, puisque c'est une époque où Marilyn aurait menacé Kennedy de révélations scandaleuses, etc. Vous parliez également, ça m'a amusé, d'une femme de lettres. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que Marilyn avait un sens de la poésie important, qu'elle écrivait des choses qui étaient extrêmement jolies et qu'elle était en fait très fine, très sensible, et qu'elle s'intéressait beaucoup à la littérature. Et ça aussi, les biographes s'accordent sur ce point. Pendant toute cette année de travail que nous avons fait ensemble, vous avez appris à ne pas faire ce que les ignorants imaginent de la voyance, c'est-à-dire que c'est analyser des indices. Vous avez réussi finalement au fil du temps à développer véritablement une autre capacité qui ne convoque ni la raison ni l'observation, mais qui véritablement vous oblige à revenir à l'intérieur de vous-même, faire appel à votre sixième sens. Dans ce que vous avez appris avec Maud Christen depuis un an, qu'est-ce que vous jugeriez de plus important ? Qu'est-ce qui vous a vraiment surpris ? Qu'est-ce qui a été quelque chose que vous avez acquis grâce à ce cours ? Dans la vie concrète, quand on est face à un choix, bon, évidemment, le rationnel fonctionne beaucoup. Je veux faire ça parce que ceci, non, pas parce que cela, et ça.
Et là, bon, parfois il y a une image qui vient. Eh bien, avant, je l'aurais tout à fait laissé tomber. Maintenant, je me dis, tiens, pourquoi est-ce que cette image vient? Et souvent, ça me donne une indication qui m'aide à faire le choix. Donc, Au moment de la crise financière, c'était la même chose. J'oublierai jamais avoir été chez mon banquier et lui dire, écoutez, il faut tout vendre. Il me dit, monsieur, je sais de quoi je parle, moi, c'est mon boulot. Hein? Je dis, s'il vous plaît, c'est pas des petits montants. Donc, je sais de quoi je parle. On fait ça avec des tas de familles et des trucs comme ça. Et puis, je me suis quand même écouté pour une partie, parce que ça me tapait trop dans la tête. Et 8 mois après, le banquier m'a dit, j'aurais dû vous écouter. Au tout début, au mois de septembre, en 2008, quand j'ai commencé, mon objectif, c'était ça. C'était savoir utiliser mes flashs et mes intuitions. J'avais l'impression que j'en utilisais peut-être 1 sur 10, et encore pas toujours à bon escient. Et maintenant, avec le recul, je peux dire que si je peux quantifier ça, j'en suis à 6 ou 7 sur 10. Et ça change la vie. Vraiment. Ça change la vie. En une année, la majorité des participants de ce stage ont appris à mieux connaître leurs capacités extrasensorielles. Certains les appliquent maintenant dans leur vie courante et sentent véritablement un changement. Mais que leur a enseigné Maud Christen? Que doit-on faire? Comment est-ce que des gens pris au hasard peuvent développer leurs capacités? Qu'est-ce que vous leur avez fait faire? Quand on reconstruit une information extrasensorielle, ça se passe exactement comme la mémoire. C'est des informations qui vous viennent par tous vos sens et que vous reconstituez. Or, qu'est-ce que j'ai fait faire à mes élèves lors des premiers exercices? Je leur ai appris à mémoriser. Premier exercice les a beaucoup surpris. Je leur ai demandé, sans avoir fait la moindre relaxation, de me raconter un souvenir de vacances. Alors au début, les remémorations étaient très pauvres. Premier souvenir de vacances, j'étais au bord de mer, avec mes parents, c'était bien, il faisait beau. Bon. Après, petit exercice de relaxation, mais une fois de plus, exercice de relaxation extrêmement facile, basique, binaire. Après, on était au premier souvenir scolaire. Puis là déjà, les odeurs venaient, la présence de l'institutrice. J'ai fait travailler sur les premiers amours. Les images devenaient de plus en plus riches, les descriptions de plus en plus poétiques, de plus en plus denses. Évidemment, mes élèves ne comprenaient pas pourquoi. En voulant leur enseigner la clairvoyance et la précognition, j'allais leur demander de se souvenir extrêmement précisément, finement, et de la manière la plus personnelle et la plus, je dirais, émotive possible, l'histoire passée. On avait affaire à des gens qui non seulement ne partaient pas du principe qu'ils voyaient, mais qui partaient du principe qu'ils ne pourraient pas voir. Mais j'ai réussi à les détourner de cette crainte et de cette certitude, de cette espèce d'impuissance acquise dans laquelle nos sociétés nous mettent, en les faisant travailler ce que tout le monde accepte de posséder, c'est-à-dire la mémoire. Tout le monde accepte de se dire « je peux me rappeler de mes souvenirs d'enfance, je peux me rappeler de mon premier amour », ça tout le monde l'accepte. Mais ce qu'on accepte difficilement, il faut presque s'y prendre par la ruse pour que ça se produise. C'est de se dire qu'on a la mémoire de notre propre histoire, mais qu'on peut aussi avoir la mémoire de n'importe quelle histoire qui s'est passée autrefois, qui appartient à quelqu'un d'autre ou qui se passera dans un futur et qui ne nous appartient pas. Et le saut quantique que j'ai essayé de leur faire faire, c'est simplement de les relier à cette capacité potentielle que nous avons tous. Maud explique qu'il nous faut d'abord accepter d'avoir ces perceptions extrasensorielles, ne pas se freiner soi-même, enlever ses œillères. Puis, dans un deuxième temps, entraîner sa mémoire. Parce que la perception extrasensorielle ne consisterait pas à réfléchir, analyser et déduire, mais à se souvenir. Mais attention, prudence. Depuis des années que j'explore ces sujets, ces phénomènes, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui tentent à montrer la réalité de ces capacités psychiques. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui imprègne nos vies, et beaucoup plus de vies qu'on l'imagine. Et on reste toujours devant cette énorme difficulté, quand on vit ça soi-même, de savoir juger de ses propres capacités, de savoir si on est dans le délire, de savoir si on interprète bien, si on écoute sa voix intérieure, ou si au contraire on fait simplement des déductions. Comment avoir confiance en ses capacités? Ce que je leur conseillerais, c'est de prendre l'habitude de tout noter, de tout contrôler. C'est-à-dire, quand ils se disent « je crois avoir fait un rêve prémonitoire », ils le marquent, ils le notent. Quand ils ont l'impression d'être en train de prévoir un événement, ils l'écrivent. Et puis ensuite, toujours, je vous l'ai dit, toujours confronter ce qu'ils ont imaginé ou ce qu'ils ont vu, ce qu'on sait toujours après coup, et ce qui finit véritablement par se passer. Je crois que c'est très important, la confrontation. Ensuite, c'est éviter
d'accorder dans un premier temps trop d'importance à ce que nous imaginons être notre voix intérieure lorsqu'elle nous donne des informations qui renforcent considérablement nos peurs ou nos désirs. J'ai vu énormément de gens qui étaient persuadés, par exemple, qu'ils allaient mourir, ou bien au contraire qu'un partenaire amoureux totalement indifférent était bien entendu complètement amoureux d'eux. Et dès qu'il y a une très grande crainte ou un très grand désir, il faut être extrêmement prudent par rapport à ce type de ressenti-là. C'est-à-dire que ce type de ressenti-là, c'est celui sur lequel on dérape. Le sixième sens n'a donc pas réponse à tout. J'ai découvert avec Maud Christen que le sixième sens peut être un outil servant à obtenir des informations là où d'autres sens ou d'autres techniques sont moins efficaces. Les Américains ont compris il y a bien longtemps que cette vision à distance peut être d'une réelle utilité. Ils appellent ça le remote viewing. Et dans une petite île près de Seattle, aux États-Unis, un homme utilise ce sixième sens dans un domaine surprenant. Stephen Schwartz, un des pionniers du remote viewing, a été le premier à utiliser les capacités extrasensorielles des sensitifs dans la recherche archéologique. Ce qui est important concernant ces expériences, c'est qu'elles ont été signalées tout au long de l'histoire, de façon universelle, à travers le temps et l'espace. Quelle que soit la culture, la géographie, rien n'y change. Dans l'histoire de l'humanité, chaque culture a recensé des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Elles font partie de la nature de la conscience humaine. Par contre, il y a encore peu de temps, nous ne pouvions parler de ces expériences qu'en des termes religieux ou spirituels. Maintenant, pour la première fois, nous sommes capables d'en parler en des termes scientifiques et nous pouvons examiner séparément les éléments qui les composent afin de chercher à mieux les comprendre. C'est ça qui rend cette recherche si palpitante. L'idée de Stephen Schwartz est de demander à des sensitifs, qu'il appelle donc des remote viewers, de localiser des sites archéologiques disparus. Il a testé cette méthode avec succès en cherchant des épaves de navires. En 1980, il entreprend son projet le plus ambitieux, retrouver en Égypte les ruines de la grande bibliothèque d'Alexandrie, de la tombe d'Alexandre le Grand, ainsi que des palais où Cléopâtre et Marc-Antoine se seraient donné la mort. 11 remote viewers américains travaillent sur une copie de la même carte à distance. Chacun d'eux indique des zones à explorer. Lorsqu'une même zone est définie par plusieurs sensitifs, Schwartz parle de zone de consensus. Il rassemble ces informations sur une seule carte, une carte qu'il possède toujours. Je n'ai pas regardé ça depuis probablement 20 ans. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez ? C'est de ça dont nous parlions. Vous voyez ces marques-là ? Ici, il y en a une ici, une autre là. Chaque cercle représente une personne différente. Ces personnes se trouvent partout dans le monde et elles ont une carte comme celle-ci, mais vierge. On leur pose une question, trouvez le palais de Cléopâtre, trouvez le palais de Marc-Antoine. Regardez sur la carte, là c'est Marc-Antoine, là c'est Cléopâtre. Et regardez les marques, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes ont choisi cet endroit. 1, 2, 3, 4 personnes ont choisi cet endroit. Ici, vous avez le phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ont choisi cet endroit. Ces cercles jaunes représentent des zones de consensus. Et puis ici, on voit les différents voyants à distance. Vous voulez dire que chaque personne a une carte vierge ? Oui, chaque personne a une carte vierge. Celle-ci est la carte maîtresse. Je récupère les cartes de chaque personne et je les mets sur une table lumineuse. J'indique une référence sur chacune. Elles sont toutes les unes sur les autres et la carte maîtresse est au-dessus. Je reprends les marques de chaque carte afin de créer la carte maîtresse et les zones de consensus qui nous disent où nous devons chercher.
Nous n'avons pas fait de fouilles pour trouver le palais de Marc-Antoine, dans le sens où nous n'avons pas ratissé une zone, toute cette zone du port. Nous sommes allés directement à cet endroit. Ce palais n'avait jamais été découvert? Non, non. Nous l'avons trouvé au bout de peut-être 20 minutes. En plongeant sur les zones désignées par les remote viewers, l'équipe découvre les sites en un temps record. L'archéologue Michael Galikowski supervise les fouilles sur place. Je voudrais que cette trouvaille archéologique soit répertoriée comme étant encore plus importante que celle du tombeau d'Alexandre le Grand, car elle enrichit notre connaissance d'une des villes les plus importantes du monde antique. George et Ella, ainsi que d'autres, avaient décrit ces énormes blocs de granit aussi hauts que le plafond. Ces blocs avaient de drôles de trous et personne ne savait à quoi ils pouvaient servir. C'est un exemple qui montre que le travail des voyants à distance est de fournir les données, mais pas de les analyser. Ils ne savaient pas de quoi il pouvait s'agir. Voilà des trous. Et puis, cet archéologue polonais très pointu, Michael Gawlikowski, a trouvé, en regardant les photos, que les trous que personne n'avait vus jusqu'alors servaient à insérer les statues. C'était son savoir spécifique qui nous a permis de comprendre les images fournies par les voyants à distance. Fort de cette expérience, Stephen Schwartz va réaliser un test original. Nous sommes en 2003, après l'invasion de l'Irak par les troupes américaines. Lors d'une conférence, il propose au public de décrire les circonstances de la future capture de Saddam Hussein. Il synthétise leurs réponses et les met sous scellé. 5 semaines plus tard, Saddam est arrêté. Ce sont des personnes tout à fait ordinaires, comme celles qui regardent ce documentaire, à qui j'ai demandé ceci. Décrivez les conditions, les circonstances et l'endroit au moment où les troupes de la coalition ou les troupes américaines trouveront Saddam Hussein. Il y avait 2 choses que je cherchais, un consensus et des observations. Voici les prédictions et les preuves. Les voyants à distance ont dit de façon consensuelle que Saddam Hussein serait trouvé derrière une maison ordinaire, dans les abords d'un petit village, à côté de la ville de Tikrit. La maison fera partie d'un petit complexe, bordé d'un côté par une route de terre et de l'autre par une rivière proche. Voici une photo satellite, et voici la rivière décrite par les voyants à distance. Et voici la route, et puis le petit complexe à l'intérieur de ce cercle rouge, exactement comme ils l'ont décrit. Voici le dessin d'un des voyants à distance. Voici la route qui longe le complexe. Ils l'ont dessiné. Voyez la route. Et voici cette drôle de maison qui fait partie du complexe. Ce qui m'interpelle, c'est cette partie comme un 2e étage juste au-dessus de la porte que l'on retrouve sur le dessin. Regardez ici la porte. Maintenant, je peux aussi parler de leurs erreurs. Ils voient beaucoup de fenêtres, et en effet, il y en a, mais pas autant. Ce n'est pas comme une photo. Par contre, c'est intéressant de retrouver ces 2 arbres qu'ils ont décrits. En voici un et l'autre ici. Ils ont dit qu'Hussein ressemblera à une personne sans abri. Je n'aurais jamais été d'accord avec ça, mais ils le disaient de manière consensuelle. Il serait habillé avec des vêtements sombres et sales, qu'il aurait l'air négligé, avec une barbe poivre et sel et les cheveux en désordre. Voici sa barbe poivre et sel. Il ressemble à un poivreau qu'on trouverait dans un parc. Et voici ses cheveux décoiffés. Je pense que nous pouvons conclure que ces déclarations n'ont pas pu être obtenues au hasard. Elles sont le résultat du consensus obtenu de 47 personnes. Ces personnes n'avaient pas toutes raison.
elles n'ont pas toutes dit les mêmes choses. Mais, comme dans une enquête journalistique, après un attentat terroriste ou un accident de la route, ou lors d'une enquête de police qui cherche à résoudre un crime, nous avons utilisé les mêmes techniques. À savoir, les individus ont été questionnés séparément et leurs témoignages ont été recueillis indépendamment. Ainsi, nous avons pu élaborer le scénario de la capture de Saddam qui allait se produire 5 semaines plus tard. Ceci démontre que des personnes ordinaires, sans formation particulière, sont capables de faire ce genre de choses. Il existe donc des personnes ordinaires capables de décrire les détails de la capture de Saddam Hussein plusieurs semaines à l'avance. Mais aussi des remote viewers qui aident à trouver des sites archéologiques à distance et en 20 minutes. J'apprends que ce sixième sens n'est pas seulement utilisé aux États-Unis. En France, Alexis Champion, président de IRIS, et Jean-Olivier Gransart-Desmond, archéologue, ont imaginé un service de remote viewer à disposition des archéologues et des entreprises. Ici, c'est avec l'archéologue Éric Gontier du CNRS qu'il travaille. Le sujet de l'expérience, l'archéologie, là encore. Des expériences dont on ne connaît pas encore les résultats car elles sont toujours en cours d'élaboration. Ça qui est un peu surprenant, c'est de se retrouver ici, dans ce cadre institutionnel, au cœur de la recherche, et d'envisager un protocole de travail qui fait appel à une technique nouvelle et assez mystérieuse encore. Enfin, mystérieuse, ça fait quand même depuis les années 70 que le remote viewing est connu. Disons plutôt que depuis 30 ans ou 39 ans, effectivement, qu'il y a eu cette recherche. Maintenant, on en vient à quelque chose qui est plus facile à utiliser. Ça fait un siècle qu'il y a des travaux en archéologie intuitive, on sait que ça fonctionne. Après, on ne sait pas exactement effectivement dans quelles conditions, et c'est un peu l'objectif d'ailleurs pour nous, d'arriver à savoir quelles sont les conditions à remplir pour que ça puisse fonctionner, et qu'on puisse après transmettre à des équipes d'archéologues cet outil, comme on transmet les outils de datation carbone 14 ou de thermoluminescence ou d'autres choses. C'est un outil, hein, c'est pas quelque chose qui remplace les autres types de recherche, que ce soit l'analyse stylistique, l'analyse même de l'archéologue en lui-même. Hein. Non, c'est la convergence des éléments qui vont aller dans le même sens qui vont faire qu'on va obtenir quelque chose, évidemment. Il y a beaucoup d'archéologues connus qui utilisent cette technique de... Alors, il y a eu des archéologues effectivement connus comme Norman Emerson, qui est quand même à l'origine de l'archéologie au Canada, hein, c'est vrai qu'il faut le savoir, qui a travaillé beaucoup avec Macmillan. Il y a Clarence Wyant qui a travaillé sur l'Amérique du Sud. Il y a Stanisław Poniatowski qui a travaillé en Pologne. Donc, ça, ce sont les trois plus éminents, on va dire, sur l'histoire de l'archéologie intuitive. Mais il y a d'autres chercheurs, comme Steven Schwartz, qui n'est pas archéologue, mais qui a fait un travail très intéressant en s'entourant d'archéologues, que ce soit à Alexandrie ou même aux États-Unis. Et sinon, de façon générale, des archéologues qui utilisent surtout la radiesthésie pour la localisation, mais qui ne le disent pas dans leur rapport. En France, j'ai déjà eu plusieurs cas de ce type-là. En continuant mon enquête, je découvre que l'exploration du sixième sens ne s'est pas arrêtée à l'archéologie, mais que ce sens très spécial a été pris au sérieux par les services secrets. En effet, aussi incroyable que cela puisse être, les agences de renseignement, dont la CIA, puis l'armée, ont utilisé les techniques du remote viewing et les capacités de sensitifs lors de missions d'espionnage, et ce, dès 1972. L'un des premiers espions remote viewers recrutés pour ce programme s'appelle Joe McMoneagle. Ce militaire, aujourd'hui à la retraite, habite en Virginie. C'est l'un des remote viewers les plus décorés des États-Unis. Yes, yes. Thank you. Quand avez-vous commencé à être impliqué dans ce programme ? J'ai fait partie des 6 premières personnes à être recrutées pour le programme. J'avais le numéro Remote Viewer 001. Alors tout ça a commencé parce que les Russes utilisaient déjà le remote viewing ? Ça a commencé car on a reçu un rapport disant que les Russes utilisaient des espions psychiques pour nous espionner. Mais nous n'avions aucune idée de l'efficacité que cela pouvait avoir. Nous avons donc décidé de mettre en place un petit projet d'étude pour voir si ça marchait vraiment. Puis, comme ça s'est avéré être très efficace, nous avons commencé nous-mêmes à utiliser ces capacités dans ce domaine. Vous avez fait beaucoup de missions. Pouvez-vous nous parler de l'une d'entre elles ? Au moment de la guerre froide, dans le nord de l'Union soviétique,
Il y avait un bâtiment à environ 1000 mètres de la mer, entouré de grillages et très bien surveillé. On savait depuis un moment que quelque chose était en construction à l'intérieur. Mais nous ignorions de quoi il s'agissait. J'ai été le premier à travailler sur ce projet. J'avais seulement une enveloppe scellée sur laquelle il y avait un numéro. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une petite photo d'une section du toit de l'immeuble. C'était tout ce dont je disposais. Après quelques semaines de travail, j'ai été en mesure de déterminer qu'il construisait une sorte de très grand sous-marin. Ce nouveau sous-marin était énorme. Pour la première fois, les Russes assemblaient 2 coques pour n'en faire qu'une. Ce nouveau sous-marin présentait de nombreuses avancées technologiques. Le mécanisme de transmission, le genre de torpille, le type de construction, une forme novatrice de lancement des roquettes qui ne se faisait plus verticalement mais sur un plan incliné. Cela représentait des changements technologiques complets. Au début, le Conseil national de sécurité n'a pas accepté cette information. Il considérait que c'était de l'ordre du fantasme. Cela m'a énervé, alors j'ai répondu que le lancement de ce fantasme aurait lieu dans 120 jours. Et donc 120 jours plus tard, à l'aide des satellites, ils ont détecté un énorme sous-marin neuf dans le port. C'était le sous-marin russe Typhoon. Les soutes étaient ouvertes car il chargeait les roquettes, les torpilles et toutes les provisions pour la première plongée. Nous avons récolté plus d'informations sur ce sous-marin en 3 ou 4 jours que sur tous les autres sous-marins dans l'histoire. Y a-t-il d'autres opérations auxquelles vous avez participé? Ça fait 31 ans que je fais ça. J'étais certainement le seul remote viewer à avoir participé aux opérations d'espionnage pendant la durée totale de l'existence du programme, soit 19 ans et demi. Donc, en fait, j'ai fourni des informations sur littéralement des centaines et des centaines d'affaires, portant par exemple sur un kidnapping, jusqu'à la localisation d'un navire en mer transportant des munitions ou du matériel illégal. Aux États-Unis, entre 1972 et 1995, ce sont des millions de dollars qui ont été injectés dans les différents programmes d'espionnage extrasensoriel. Des dizaines de remote viewers civils et militaires ont travaillé dans ce service tout à fait officiel. Joe a été recruté alors qu'il était dans l'armée. Il savait qu'il possédait ces capacités particulières depuis l'enfance. Quand avez-vous réalisé que vous aviez des capacités psychiques? J'ai su très jeune que j'étais doué psychiquement, environ à l'âge de 5 ans. C'est arrivé lorsqu'une nuit, une de mes tantes préférées est apparue dans la chambre où je dormais avec ma sœur jumelle. Elle nous est apparue à tous les deux. Elle était habillée tout en blanc. Elle a dit « Je suis là pour vous prévenir. Vous allez entendre certaines choses demain matin, mais que je ne dois pas m'inquiéter car tout va bien. Je suis OK. Je suis en sécurité avec les anges. » Ensuite, elle a disparu. Ma sœur et moi étions très émus. Le lendemain matin, je suis allé voir mon père dans la cuisine et je lui ai dit « Papa, tante Anna est venue nous voir dans la nuit et elle nous a dit qu'elle était OK, qu'elle était avec les anges. » Mon père m'a giflé, me disant qu'il ne fallait pas parler de ma tante comme ça, parce que ça n'était pas bien. J'ai couru dans ma chambre pour pleurer. Environ 1 ou 2 heures plus tard, je ne sais plus, car j'étais un enfant, le téléphone a sonné pour nous annoncer le décès de ma tante Anna au milieu de la nuit.
Elle est morte d'un cancer du poumon sans jamais avoir fumé. Elle avait juste 21 ans au moment de sa mort. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait la guerre du Vietnam et que ces capacités vous ont aidé là-bas, peut-être même à survivre. Vous pouvez m'en parler? Il y a eu des moments au Vietnam pendant la guerre où j'ai pressenti des choses. Ne pas continuer sur tel chemin, changer de direction, faire différemment ce que j'étais supposé faire. J'ai pu ainsi éviter les embuscades. Ou alors quelque chose n'arrivait pas à mon groupe, alors que cela arrivait à d'autres. J'ai appris à faire attention à ces signes, car ils semblaient être importants. Quand j'étais à la base, je lisais parfois sur une chaise longue, et il m'arrivait soudainement d'avoir le sentiment étrange de me sentir exposé. Alors je prenais mon livre et j'allais dans le bunker. Un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, nous étions bombardés au mortier. Les autres ont commencé à remarquer ça. Alors dès que je pliais ma chaise pour rentrer dans le bunker, plusieurs types avaient pris l'habitude de faire comme moi, pour y poursuivre leur lecture ou leur partie de cartes. Quand la vie est en jeu, tous les moyens sont bons pour se protéger. Et lorsqu'un homme semble éviter tous les dangers grâce à une sorte de don inexpliqué, un sixième sens, on comprend que l'armée s'y soit intéressée. 5 présidents qui se sont succédés à la Maison-Blanche étaient au courant de l'existence d'un tel service. Chacun d'eux a approuvé l'utilisation des techniques d'espionnage extrasensoriel. Joe m'a expliqué que la plupart des directeurs du renseignement, comme les agents en opération sur le terrain, appréciaient la valeur des informations fournies par les remote viewers. Jimmy Carter, président des États-Unis de 1977 à 1981, a même reconnu publiquement que c'est l'utilisation des sensitifs par la CIA qui l'avait le plus étonné lors de son passage à la Maison-Blanche. Le seul événement étrange et inexplicable qui a été rendu public concerne le crash en Afrique d'un de nos avions. Il était impératif de le localiser et nous n'avons pas pu le faire avec les moyens de surveillance par satellite. Le directeur de la CIA a entendu parler d'une médium en Californie. Cette femme lui a donné la longitude et la latitude de l'endroit où se trouvait l'avion. Un de nos satellites a trouvé l'avion à cet endroit. C'est la seule fois où j'ai vécu une expérience inexplicable alors que j'étais président. Ce programme d'espionnage extrasensoriel est officiellement fermé aujourd'hui. Mais devant l'efficacité opérationnelle de ces techniques, on est en droit de s'interroger. Rien ne dit qu'il ne continue pas d'exister sous une autre forme. Quant à Joe McMoneagle, il s'est reconverti. Il travaille aujourd'hui pour des entreprises de forage pour le pétrole ou la recherche de minerais. Plus de 30 ans après ses débuts au service du renseignement américain, Joe McMoneagle a toujours les mêmes capacités extrasensorielles. J'ai envie de le voir à l'œuvre, de comprendre comment se déroule une session de remote viewing. Joe accepte de se livrer à une démonstration. Je demande à mon épouse, Natacha, et à mon équipe à Paris de m'aider à l'organiser. Le protocole est le suivant. 6 lieux différents que je ne connais pas ont été choisis et mis sous enveloppe par un huissier. Le tirage au sort a désigné le stade Charletti à Paris. Immédiatement, Natacha se rend sur place. Joe McMoneagle va essayer de décrire le lieu où Natacha se trouve alors qu'il ne la connaît pas et ne l'a jamais vue. Il n'a que son prénom. Ni Joe, ni moi ne savons de quel lieu il s'agit. Lorsqu'elle se trouve sur place, Natacha m'envoie un texto. L'expérience peut commencer. Le nom de la cible est Natacha. Elle est actuellement sur le site. C'est vous qui décidez quand vous arrêtez.
Il y a une vision qui ressemble à ceci. J'ai une autre vision. Comme une plateforme. Est-ce que vous êtes là-bas en train de voir autour de vous? Oui, j'essaie de regarder autour, mais il y a toujours ce même endroit, cette même chose en face de moi qui revient comme une forme qui se répète. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne cesse de se répéter. Ceci semble être une statue. La main gauche pointe vers le bas, indiquant une direction. Ceci est en hauteur. Ce sont des arches, tout emboîtées. Ceci me semble être du métal lourd. Les éléments clés ici sont ces arches répétitives. Elles semblent être partout. Là et encore là. Et puis, cette sorte de plateforme carrée. Et puis, il y a une statue que tout le monde regarde. Une statue qui pointe du doigt. Je vais arrêter. Les dessins de Joe ne me permettent pas de deviner où Natasha se trouve. Mais lorsqu'elle me révèle la cible, je suis tout de même intrigué par certains détails. Joe a dégagé 4 éléments. D'abord, ces formes courbes et répétitives, comme des arches. Cela m'évoque l'architecture du stade, peut-être les gradins. Le second est une image de plateforme carrée. Est-ce la pelouse? Impossible de juger ici. La troisième est cette structure métallique qui ressemble à une grille. Est-ce l'entrée du stade? La forme évoque aussi ces puissants projecteurs. Et puis il y a cette statue. Il a parlé d'une forme féminine vue par tout le monde et pointant quelque chose de la main gauche. Cette statue, autrefois emblématique, est aujourd'hui située au bord du périphérique, à l'arrière du stade. Mais avant la réfection du site, elle se trouvait à l'entrée, contre la grille. Revenons maintenant aux 6 photos. En début d'expérience, un huissier avait donc choisi 6 lieux dans Paris, avant un tirage au sort qui avait désigné le stade Charletti. Les 5 autres lieux étaient le Parc du Luxembourg, l'église Saint-Eustache, la gare de l'Est, le Panthéon et le cirque Pinder. Les descriptions données par Joe McMoneagle peuvent-elles être attribuées à l'un de ces autres lieux? Le jardin du Luxembourg ne présente ni arche, ni forme courbe et répétitive. À la gare de l'Est, on trouve en revanche des arches, une statue qui certes ne montre rien du doigt, mais plusieurs éléments des dessins de Joe pourraient correspondre. Au cirque Pinder, il y a bien cette structure ronde, mais il n'y a ni grille métallique ni statue. Quant à l'église Saint-Eustache et au Panthéon, là aussi des arches, des formes courbes et répétitives. Notre expérience ne permet pas de conclure de manière définitive que Joe était sur la cible, mais je reste impressionné par les correspondances entre ces dessins et différents éléments du stade. L'émission de Joe s'étalait parfois sur plusieurs semaines, et notre expérience n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Alors, comment les services de renseignement ont-ils fait pour optimiser les performances des remote viewers? Je découvre que Joe avait une sorte d'entraîneur, le lieutenant Skip Atwater, qui fut l'instructeur de plusieurs remote viewers au sein de l'armée américaine. Les gens peuvent dire que ce n'est pas vrai, que c'est de la tricherie. Je n'ai pas le luxe de penser comme ça. J'étais là,
assis dans le noir avec Joe McMoneagle, pendant qu'il était allongé et qu'il décrivait ce qui se passait dans ce bâtiment à des milliers de kilomètres en Sibérie. Je ne peux pas m'offrir le luxe de douter, j'étais là, j'en ai été témoin. Aussi, je sais personnellement que ces choses-là marchent. Dans le monde du renseignement, on se moque de savoir comment ça marche. Ce qui les intéresse, c'est cet outil qu'ils peuvent utiliser et qui leur permet d'obtenir des informations. Le fait que l'on ne comprenne pas bien comment ça marche est très secondaire pour cette communauté particulière du renseignement, dont le travail est de collecter des informations. Les questions scientifiques restent aujourd'hui non résolues, mais les preuves, les validations statistiques que ces choses marchent ne sont plus remises en question. Alors ça marche vraiment pour espionner? Cela nous permet sans conteste d'obtenir des informations. Mais je pense qu'il est important de souligner que même si beaucoup de gens pensent que c'est une solution miracle et qu'avec un remote viewer, on peut tout savoir, ce n'est pas vrai. C'est comme tous les autres outils de renseignement, ils ne donnent qu'une partie de l'histoire. Si par satellite, je prends la photographie d'un centre de recherche, cette photo ne me donnera ni le budget dépensé dans ce centre, ni les noms des scientifiques qui travaillent dans ce bâtiment. Pour savoir cela, j'aurais besoin d'une autre méthode. C'est pareil pour le remote viewing. Cela ne donne que des informations qu'il faut savoir utiliser en complément d'autres informations obtenues par d'autres techniques du renseignement. Ce n'est en aucun cas une solution miracle qui pourrait tout remplacer. Le remote viewing est un outil. Et apparemment, nous serions tous capables de télépathie, de prémonition ou de clairvoyance. Et si je me testais? Depuis qu'il a quitté l'armée, Skip Atwater a posé ses valises à l'endroit même où il venait entraîner en secret ses remote viewers, à l'Institut Monroe. Il dirige aujourd'hui cet institut privé qui travaille sur les états modifiés de conscience. C'est son adjoint, Paul Radmacher, qui m'accueille. Bonjour Paul. Bonjour Stéphane, bienvenue à l'Institut Monroe. Merci. C'est quelque chose de normal que beaucoup de personnes peuvent faire? Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais en général, nous avons un taux de réussite important. Alors je vais essayer moi-même. Je pense que c'est la meilleure façon de comprendre de quoi il s'agit, en faire l'expérience vous-même. Ça se passe où? C'est par là-bas. Skip Atwater lui-même va me guider dans mon expérience de remote viewing, exactement comme il le faisait avec Joe lors de leur mission d'espionnage. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va me demander de faire. Je mets un peu de cette patte conductrice. Le fait de vous brancher comme ceci m'aide à savoir si vous êtes détendu et me permet de voir la façon dont vous réagissez aux différents sons que je vais vous faire entendre. Skip me conduit dans la chambre d'isolation sensorielle. Mettez votre genou droit sur le lit et ensuite laissez-vous rouler sur votre épaule. Ceci sert à mesurer la température et ceci à mesurer la réponse électrodermique. Êtes-vous bien installé? Oui. Quand je serai dans l'autre pièce, je vous parlerai dans les écouteurs et ensuite j'éteindrai toutes les lumières. D'accord. J'ai besoin que l'un d'entre vous aille mettre ceci sur la rambarde, à l'endroit où vous parliez tout à l'heure. Comme ça, je vais demander à Stéphane de se souvenir de cet endroit. Donc il faut que quelqu'un aille le poser sur la rambarde. Faites attention à votre respiration et mettez-vous dans un état de profonde méditation. Je vais changer le son en même temps. Vous rappelez-vous de l'endroit dans l'autre bâtiment où vous parliez avec Paul? Oui. Nous avons placé un objet sur la rambarde à l'endroit où Paul se tenait quand il vous parlait.
Imaginez que vous êtes là en train de regarder la scène. Puis imaginez cet endroit maintenant. Vous n'y êtes pas, mais l'objet s'y trouve. J'imagine qu'il y a une pomme. Vous avez dit avoir vu une pomme. Comment me la décririez-vous? Imaginez que vous êtes un enfant et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais que vous deviez me la décrire. Si vous n'aviez pas le mot « pomme », que diriez-vous pour me décrire cet objet? Quelque chose de rond, une forme qui ressemble à un cercle. Quoi d'autre? Tout au début, j'avais l'image de quelque chose de rond. Une forme ronde, rouge et en bois. Très bien. Ah ouais. Ah, c'est rigolo ça. Purée. Pas mal pour une première expérience. Cette image d'une forme ronde et rouge s'était vraiment imposée à moi. Au fil de cette enquête, j'ai découvert qu'un très grand nombre de personnes font l'expérience du sixième sens. Une capacité à percevoir des informations à distance ou dans le temps, sans utiliser nos cinq sens. Ces capacités semblent faire partie de notre quotidien, mais pour la majorité d'entre nous, nous n'y prêtons même pas attention, pensant avoir affaire à des coïncidences. Mais pour certains, nous l'avons vu, le doute n'est plus possible. Par ailleurs, nous l'avons constaté, cette capacité extrasensorielle est attestée par la recherche scientifique. La télépathie, la vision à distance, la prémonition, ce sixième sens ne serait donc pas une illusion.